Bernard Friot, c'est un chercheur en économie et en sociologie, professeur émérite à l'université de Nanterre, Paris-Nanterre, et auteur d'un certain nombre d'ouvrages que vous avez ici. Alors, il n'y a pas tous les ouvrages de Bernard Friot, mais il y en a un certain nombre que vous pouvez éventuellement vous procurer si vous le souhaitez. Son sujet d'étude, c'est l'histoire de la protection sociale dans notre pays, avec l'idée qu'il y a une avancée révolutionnaire qui s'est faite au moment de la libération, avec les ministres communistes qui ont gouverné à ce moment et qui ont en particulier créé la sécurité sociale, le statut de la fonction publique, et qui ont montré qu'il y avait une autre conception possible du salaire, une autre conception possible du travail et de l'investissement également. C'est donc de ces questions dont va nous parler Bernard Friot, qui montre qu'on peut aujourd'hui agir pour faire avancer les choses dans cette direction et subvertir le système capitaliste qui, au contraire, phagocyte complètement le travail et les travailleurs qui sont exploités. Voilà, donc je n'en dis pas plus. Je passe la parole à Bernard. Après, je dirai un mot de l'association, parce que là, on a présenté 2 associations, mais Bernard Friot également anime une association. Il est membre du Parti communiste, mais il anime également une association qui s'appelle Réseau Salariat, qui est une association d'éducation populaire qui vise effectivement à promouvoir cette pensée révolutionnaire d'une appropriation par les salariés de leur outil de travail et de la mise en œuvre d'un salaire à vie qui soit complètement détaché de l'exécution même du travail et qui prolonge donc les avancées dont je parlais tout à l'heure, qui se sont produites après la libération. Voilà. Aux AMD, je suis effectivement membre du Parti communiste. Ce que je souhaiterais, c'est donner quelques éléments de réponse à la question: comment est-ce que l'on peut continuer à construire le communisme en France aujourd'hui? Et je partirai de 2 ou 3 institutions qui ont été créées, effectivement, pour une part importante en 1946, et à l'initiative des communistes. Mais d'abord d'une institution un peu plus récente, qui est la sécurité sociale du soin. Parce qu'encore une fois, ce que je vais dire, c'est que continuer à construire le communisme dans notre pays, c'est actualiser et pousser plus loin ce que nous avons déjà commencé à construire. La sécurité sociale du soin se met en place dans les années 60 sur la base de rien, en gros, parce que aussi bien les soins de ville que les soins hospitaliers étaient peu de choses. Les soins de ville n'étaient pas remboursés. Le syndicalisme médical, pour ne prendre que parmi les soignants, les médecins, mais on peut en dire autant des infirmiers, des kinés, etc. Le syndicalisme médical s'était construit en 1932 en réaction à la loi des assurances sociales de 1930 pour organiser le refus du conventionnement. Donc les médecins n'étaient pas conventionnés et aucun des soignants libéraux n'était conventionné, et du coup, comme il n'y avait pas de remboursement, puisque le remboursement était lié à la convention, les soins de ville n'étaient pas du tout accessibles à la population. Seule une toute petite minorité pouvait y participer. Les travailleurs relevaient de la santé publique, les offices d'hygiène sociale, des choses de ce genre. La médecine du travail, enfin, la PMI, enfin des choses qui relevaient de la santé publique. Quant à l'hôpital, c'était très peu de choses, parce que la tradition, depuis alors des siècles,
c'est que l'hôpital était réservé aux insolvables. Autant dire que des hôpitaux réservés aux insolvables ne développaient pas une technologie particulièrement performante. Avec d'ailleurs cette curiosité que la loi de 1930 rend solvable la population, hein, les assurances sociales proposent une couverture des dépenses hospitalières, encore une fois pas de ville, mais hospitalières, et que comme les assurés sociaux sont solvables, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital, ils ne sont pas admis à l'hôpital. C'est Vichy qui va lever cette interdiction, mais dans les années 50, on est encore très près de l'hôpital réservé aux insolvables, et ce qui va se construire alors comme sécurité sociale du soin à partir de la fin des années 50 relève d'une espèce de prodige. Hein. C'est à partir de très peu de choses que, en commençant par la tête, hein, les CHU, qui sont le lien donc entre l'université et l'hôpital, et c'est par ça que démarre la mise en place de la sécurité sociale du soin. Tous les hôpitaux qui existaient, et qui étaient encore une fois des hôpitaux pour indigents, en particulier les hospices, vont être transformés en hôpitaux avec des lits actifs, des maternités, enfin, etc., à partir de la construction des CHU. Et progressivement, les hôpitaux psychiatriques vont rentrer dans l'assurance maladie alors qu'ils relevaient de l'aide sociale. Et donc, tout un appareil de soins hospitaliers se met en place. Et en 1961, le conventionnement des soins de ville démarre. Et donc, à la fin des années 60, début des années 70, on a un système de santé, aussi bien ambulatoire qu'hospitalier, extrêmement performant au demeurant. Hein. Nous allons être pendant des dizaines d'années au premier rang des statistiques, bon ça vaut ce que ça vaut, mais enfin un premier rang des statistiques mondiales en matière de système de santé. Cette mutation s'est appuyée sur le régime général de sécurité sociale. Le régime général de sécurité sociale, c'est une création de 1946 qui subvertit complètement la sécurité sociale telle qu'elle existait. En 1945, vous avez une institution pléthorique qui s'appelle la sécurité sociale. Vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale qui ont été créées entre 1880 et 1940, en gros. Vous avez 70 000 salariés qui font vivre ces caisses. C'est donc une institution tout à fait considérable. Et cette institution va être subvertie dans le régime général, c'est-à-dire subvertie dans trois dimensions. D'une part, elle est unifiée. Hein, nous avons un régime général, alors qu'il y avait des caisses de branches d'entreprises territoriales, quelques caisses interprofessionnelles liées aux assurances sociales. Là, on a un dispositif unifié, on avait un dispositif illisible, on a un dispositif de classe, hein, vraiment, qui gère dès 1946 le tiers de la masse salariale, l'équivalent de la moitié du budget de l'État. Et cette gestion est faite par les travailleurs, alors que toutes les caisses dont je viens de parler étaient soit des caisses de compagnie d'assurance pour les ATMP, les actionnaires du travail maladie professionnelle, soit des caisses patronales, les allocations familiales, c'est des caisses patronales, alors que les allocations familiales, c'est le cœur de la Sécu en 1945. Plus de la moitié des prestations sont des prestations d'allocation familiale. L'excédent de l'assurance maladie, puisque l'assurance maladie ne peut pas rembourser grand-chose, elle ne peut rien rembourser en ville, et il n'y a pas grand-chose de produits à l'hôpital. L'excédent de l'assurance maladie, des assurances sociales, va au déficit des allocations familiales, qui sont le cœur du dispositif. Et c'est donc les travailleurs qui vont gérer, hein, à raison de 3/4 d'administrateurs travailleurs élus pour 1/4 de patrons, et selon un taux de cotisation interprofessionnelle unique. C'est tout à fait décisif. Là encore, vous aviez des taux qui dépendaient complètement des rapports de force dans les branches, dans les entreprises. Tout cela est unifié dans un taux unique. Et
cette subversion du régime général va permettre, alors, dans les années 50, la création de la sécurité sociale du soin. Alors, comment est-ce qu'elle s'opère, cette création? Parce que c'est ça que je vais tirer des enseignements sur comment continuer à produire le communisme dans notre pays. Et d'abord, pourquoi appeler communiste cette sécurité sociale du soin telle qu'elle se met en place dans les années 60. Au cœur de cette mise en place, il y a une hausse des salaires. La hausse des salaires dans les années 60 est importante. Et c'est une hausse des salaires qui se fait d'abord dans ce qu'on appelle une monnaie marquée. La monnaie marquée, c'est une monnaie, c'est de la monnaie, mais qui ne peut être utilisée qu'auprès de professionnels conventionnés, qui ne peut être utilisée que dans des circonstances précises. Elle n'est pas d'usage universel. Et c'est la cotisation maladie. La cotisation maladie va solvabiliser les patients, sauf que la carte vitale n'existe pas encore, mais enfin, elle va exprimer bientôt cette logique nouvelle, sauf que la carte vitale, qui est de la monnaie, avec la carte vitale, vous payez un prestataire de soins, vous payez l'hôpital, etc., vous payez des médicaments, bon, etc. Bien. Cette monnaie n'est utilisable qu'auprès de professionnels conventionnés, et ou sur des biens et services qui ont reçu l'aval de l'assurance maladie. Nous avons donc une massive création de monnaie marquée qui va être utilisée à quoi? Elle va être utilisée à subventionner l'investissement. Nous avons, pour créer l'appareil hospitalier que je viens de rapidement décrire à partir des CHU et de la conversion en hôpitaux actifs de tous les hospices et de la conversion à l'assurance maladie des hôpitaux psychiatriques, etc., il y a un investissement tout à fait considérable. Cet investissement ne va pas faire appel au marché des capitaux, va pas faire appel au partenariat public-privé, mais, et c'est sur le point sur lequel je voudrais insister, ne va pas faire appel massivement non plus au crédit public, à la Caisse des dépôts et consignations, par exemple. Ce qu'il y a de très fort dans la façon dont se constitue l'outil de production du soin, c'est qu'il est financé par subvention et non pas par crédit. Il faut beaucoup de subventions de l'assurance maladie, qui, parce qu'il y a une hausse des salaires par socialisation de la valeur ajoutée en monnaie marquée, cette socialisation est suffisante pour que la caisse d'assurance maladie puisse subventionner l'investissement. Là, c'est tout à fait décisif. Dans le capitalisme, avant même qu'on commence à travailler, on est endetté. Puisque pour pouvoir travailler, soit individuellement comme travailleur indépendant, soit collectivement comme membre d'une entreprise, il faut s'endetter. On s'endette auprès d'un prêteur qui avance. Et puis, avec ce prêt, on va acheter des équipements, des matières premières, des consommations intermédiaires, on va produire des biens et services qui vont être vendus et si elles sont vendues, et sur le produit de la vente, on rembourse le prêteur et c'est à la fin seulement, une fois que toute cette validation par un marché du bien et du service qu'on a produit et ce remboursement des prêteurs est fait, que l'on est payé. On est payé en fin de parcours. Et c'est, nous sommes biberonnés au caractère naturel de cette affaire. Pour pouvoir être payé, il faut d'abord avoir produit quelque chose qui est reconnu comme ayant valeur. Et pour produire quelque chose qui est reconnu comme ayant valeur, il faut d'abord s'endetter. La mise en sécurité sociale de la production de soins inverse complètement cette affaire. Et supprime ce factum que nous avons naturalisé parce qu'on a été complètement biberonné à la chose,
de l'endettement pour pouvoir travailler. Qui fait que... et avec en plus cette curieuse présentation, hein, qui paye ses dettes s'enrichit, enfin, alors qu'évidemment, lorsqu'on rembourse le prêteur, on s'aliène encore davantage à lui, on l'enrichit lui, tout en s'appauvrissant soi, évidemment. Donc cette logique de la dette, comme constitutive de la production, disparaît. Et là, nous sommes dans le communisme. Parce que nous sortons non seulement de la dépendance vis-à-vis du marché des capitaux et de prêteurs ou d'actionnaires privés, mais également du crédit public. Alors c'est très important parce que le communisme, c'est enfin dans la dimension que je l'étudie, moi je suis économiste du travail, donc j'étudie le communisme sous l'angle du travail, bien sûr, mais le communisme, c'est la souveraineté des travailleurs sur le travail. Et si vous devez passer par un État qui prête, par un pôle public de crédit, par des choses de ce genre, vous n'êtes pas souverain sur le travail. Je mets en garde contre l'illusion, hein, qui est une illusion keynésienne, hein, du bon État qui va faire une bonne politique. Le crédit privé, c'est pas bon, mais le crédit public, c'est bon. Le crédit, dans tous les cas, c'est de la merde, qu'il soit public ou privé. Or, ce que nous avons inventé, hein, et d'un point de vue anthropologique, c'est décisif, hein, de nous sortir de la situation d'endettement. C'est nous qui produisons la valeur, et avant même qu'on la produise, on s'endette. C'est quand même incroyable. Hein. Et on a naturalisé ça, parce qu'on a été biberonnés au truc depuis l'enfance, bien sûr. Hein. Donc, première caractéristique communiste de ce qui se crée dans les années 60, c'est de sortir la production de l'obligation de passer par une création monétaire par endettement ou par un endettement sur la base d'une épargne préalable. La deuxième caractéristique tout à fait intéressante, c'est que les travailleurs de l'hôpital vont être des fonctionnaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnaire? Un fonctionnaire, c'est quelqu'un dont les droits salariaux sont attachés à la personne. Pourquoi est-ce que, pendant le confinement, les fonctionnaires, quoi qu'ils aient fait, ont conservé 100% de leur salaire? Et c'est les seuls, hein, parmi les travailleurs, qui ont conservé 100% de leur salaire. Certains ont plus travaillé, hein, les soignantes ont davantage travaillé qu'avant, mais d'autres ont été dans la situation de tout le monde pendant le confinement, c'est-à-dire ont beaucoup moins travaillé. Ils ont conservé 100% de leur salaire. Parce que ce qui fonde la fonction publique, c'est que les droits salariaux sont liés à la personne et non pas à l'activité et au poste de travail. Et ça, c'est communiste aussi. Parce que si vos droits, hein, le communisme en tant que souveraineté des citoyens sur la production de valeur, c'est une des dimensions du communisme. Je ne prétends pas régler tout le communisme dans cette affaire, mais c'est une dimension fondamentale. Si vos droits dépendent de votre poste de travail, si vos droits dépendent d'un contrat de travail, si vos droits ne sont pas liés à votre personne, si vos droits dépendent de l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous allez fermer votre gueule, c'est évident. Seuls des droits liés à la personne du travailleur assurent qu'il sera souverain, c'est-à-dire qu'il prendra des positions, y compris contre la direction de l'entreprise, parce que ça n'aura pas d'effet sur son statut. Dès lors que on lie les droits à la tenue d'un poste de travail, et que c'est la tenue du poste de travail qui est le support des droits, que c'est le contrat de travail qui est le support des droits, on s'interdit
possibilité de direction des entreprises par les travailleurs eux-mêmes. Pour que nous puissions collectivement diriger les entreprises, il faut qu'aucun de nos droits ne dépende de l'entreprise en question. Aucun. Et que nos droits, ça doit être totalement interprofessionnels, bien sûr. Ce sont des droits de citoyenneté. À l'ordre du jour du communisme, il y a la même chose que ce que fait la bourgeoisie. La bourgeoisie, elle proclame dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que chacun naît et demeure libres et égaux en droit. Bon. Et elle va construire la citoyenneté autour de l'égale contribution de chacun aux affaires publiques à travers le droit de suffrage. Nous avons la même responsabilité aujourd'hui, qui est d'enrichir la citoyenneté d'une toute autre dimension, qui est la reconnaissance de notre capacité et notre responsabilité de diriger la production de la valeur économique. C'est une urgence compte tenu de l'impasse écologique et anthropologique dans laquelle le travail tel que le capitalisme l'organise nous mène. Donc il faut que nous prenions le pouvoir sur le travail. Le communisme, c'est le pouvoir des travailleurs sur le travail. Ça suppose qu'aucun de leurs droits ne dépendent ni de l'État, fût-il un bon État, tout ça. Attention, y a-t-il un bon État? Et d'autre part, ni de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Les droits doivent être un enrichissement de la citoyenneté. Chacun à 18 ans doit se reconnaître non seulement la capacité et la responsabilité d'intervenir dans la chose publique, mais la capacité et la responsabilité de décider de ce qui va être produit. Et ça suppose que les droits salariaux, le salaire, le droit de propriété d'usage de l'outil, le droit de créer la monnaie et de décider de l'investissement deviennent des droits du citoyen à 18 ans pour tous. Or, encore une fois, nous avons commencé à le faire. Et une des façons, encore une fois, de lier les droits à la personne et non pas au contrat de travail, c'est la fonction publique. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire, parce que son salaire n'est pas lié à son poste. Enfin si, évidemment, la bourgeoisie capitaliste gèle la négociation sur le point d'indice qui exprime la qualification pour créer des primes qui, elles, sont liées au poste. Bien sûr, c'est là qu'on voit que la lutte de classe, ça consiste précisément à dissocier les droits du poste ou du contrat. Vous voyez aussi combien est en deçà de ce que nous avons construit le projet d'attribuer un contrat à tout le monde. Non, ce que nous avons construit, c'est d'attribuer une qualification à tout le monde. Qualification, mettons-nous bien d'accord, ça n'est pas du tout un diplôme. La qualification, c'est un mot qui a été inventé par la CGT au cours du XXe siècle dans la négociation des conventions collectives. J'en fais peut-être quand même un tout petit excursus historique pour qu'il n'y ait pas de confusion sur le mot qualification. Dans le capitalisme, notre reconnaissance comme travailleur à travers un salaire est absolument liée à la validation sociale de l'activité que nous sommes en train de faire, de sa validation comme productive. Je suis payé à la mesure de l'activité productive que je suis en train de faire. Et nous l'avons très bien vu pendant le confinement. Tous ceux qui relèvent d'un salaire capitaliste ont été à poil. Puisqu'ils n'avaient pas d'activité, ils n'étaient pas payés. Alors, qui relève d'un salaire capitaliste? Les travailleurs indépendants. Le travail indépendant, c'est la forme canonique de mise au travail dans le capitalisme. L'ubérisation et tout ça, c'est pas du tout nouveau. C'est le retour à avant 1910, avant que la CGT impose le contrat de travail.
Donc, les travailleurs indépendants ont été à poil. Et puis, tous ceux qui, dans les employés, ne relevaient pas du salaire de la convention collective, qui étaient sur des contrats de mission, des contrats de projet, de l'intérim, du CDD, éliminés. Ceux qui avaient un salaire à la qualification du poste, 84% du salaire. Quoi qu'ils aient fait, y compris rien. Ça, c'est la grande invention de la convention collective. On va voir comment elle était dépassée par la qualification de la personne de la fonction publique, mais commençons par le début. Le salaire capitaliste, c'est la reconnaissance des besoins non supporteurs pour faire telle activité. Et la forme la plus classique du salaire capitaliste, c'est la rémunération d'un paysan FNSEA. Tu vois, oui, un type qui, à 30 ans, à 300 000 euros, qui est pris dans l'agro-business. Il est à la FNSEA, il n'est pas à la Confédération paysanne. Bon, ben, voilà. Il est pris dans l'agro-business. À 30 ans, il a 300 000 euros de dette. Il se fournit en intrant chez Bayer. Il vend son truc à Lactalis ou à la centrale d'achat de Leclerc. Et ces groupes capitalistes, prêteurs, fournisseurs et clients, à travers les prix qu'ils lui imposent, ponctionnent l'essentiel de la valeur qu'ils créent. Les travailleurs les plus exploités dans le capitalisme sont toujours les travailleurs indépendants. C'est pour ça que le capitalisme adore le travail indépendant. C'est la forme classique de mise au travail. Ça, c'est la rémunération capitaliste. Pourquoi? Qu'est-ce que laisse à cet agriculteur le Crédit Agricole, Bayer et Lactalis? La partie de la valeur ajoutée qu'il a créée, nécessaire pour qu'il soit encore au boulot demain. Pour que demain, il fasse encore l'activité qui met en valeur leur capital. Donc, il va avoir une rémunération qui correspond aux besoins dont il est porteur pour faire son activité. Ça, c'est le salaire capitaliste. Le salaire ne suppose pas de contrat de travail. Le salaire, c'est d'abord la rémunération des indépendants. Le salaire capitaliste, c'est-à-dire la reconnaissance des besoins aux supporters pour faire une tâche qui met en valeur du capital, ça se traduit, s'il n'y a pas de tâche, par à poil. Et c'est ce que nous avons. Nous avons eu pendant le confinement une expérience absolument massive dont il faut que nous tirions toutes les conclusions. L'expérience massive de la nocivité du salaire capitaliste. Si tout le monde avait été rémunéré pour son activité, mais nous aurions eu un effondrement. C'est précisément parce que le mouvement ouvrier a conquis, au cours du XXe siècle, un salaire qui est déconnecté de l'activité reconnue comme productive, que nous n'avons pas connu l'effondrement que nous avons connu. Allons plus loin. Emparons-nous de cette expérience pour dire, mais tout le monde doit avoir un salaire déconnecté de son activité. C'est à la fois la condition pour qu'il puisse la ramener dans les entreprises, pour qu'il puisse décider, mais c'est aussi une condition macroéconomique évidente. Mais ça suppose d'inverser le préalable. Le préalable pour qu'il y ait production, c'est qu'il y ait distribution de salaire. Ça, c'est le préalable pour qu'il y ait production. C'est pas qu'il y ait avance par des capitalistes prêteurs. Mais j'y vais revenir. Donc, la CGT a construit contre le patronat le mot qualification. Le mot qualification, un patron, il tousse quand il entend le mot qualification. Il ne veut jamais le prononcer, il va dire compétence, des machins comme ça, d'accord. La qualification, ou alors il y a deux façons pour une classe dirigeante de doter un mot qui le gêne. C'est soit de jamais l'utiliser, soit de lui donner un sens qui énerve complètement sa dimension révolutionnaire. Et la bourgeoisie va s'employer à ce que dans nos têtes, on confonde qualification et certification. Si je vous demandais c'est quoi un travailleur qualifié, vous me répondriez très spontanément, c'est quelqu'un qui a un diplôme. Ça n'a rien à voir, rien. La qualification n'a rien à voir avec le diplôme. Il peut y avoir une condition de diplôme pour qu'il y ait qualification. Moi, je ne sais pas si je me retrouve aux urgences à l'hôpital, je préfère avoir affaire à quelqu'un qui a un diplôme. Mais en aucun cas, le diplôme ne fonde la qualification. Parce que le diplôme, il renvoie au travail concret, justement, cette activité qui met en valeur du capital.
La qualification, pas du tout. Vous prenez tous les postes, hein, et ça apparaît dans le vocabulaire syndical avec la naissance des conventions collectives. Hein, et on va inventer le salaire à la qualification, un truc qui n'existait pas du tout. Hein. Et donc ça démarre en 19, hein, les conventions collectives démarrent en 1919. Le salaire à la qualification, vous prenez tous les postes d'une branche, hein, la convention collective c'est par branche, et quelle que soit l'activité qui est faite sur ce poste, vous allez le mettre au même niveau de qualification. Vous allez mettre un cariste, un hôte d'accueil, une comptable, une DRH, je sais pas quoi, sur le même niveau de qualification. Pourquoi? Parce que ce poste, son poste, parce que c'est le poste qui est qualifié, hein, c'est pas la personne. Hein, dans le privé, c'est jamais la personne qui est payée, c'est son poste. C'est pour ça qu'il y a du chômage. Hein. Si c'est le poste qui est le support des droits, ben, si vous n'avez pas de poste, vous êtes au chômage et donc vous n'êtes pas payé. Mais la qualification du poste signifie la contribution du poste à la production de valeur économique. Pas du tout la contribution à la production de valeur d'usage. C'est pas ça du tout. C'est pour ça que vous avez des postes d'activité très différentes qui sont au même niveau de qualification. Nous sommes dans le travail abstrait, pas dans le travail concret. Cette abstraction-là de l'activité est extrêmement positive. C'est pour cela que les travailleurs qui avaient un CDI et qui étaient payés au salaire à la qualification de la convention collective ont conservé 84% de leur salaire pendant le confinement. Parce qu'ils avaient un emploi. Un emploi, c'est pas la situation de travail en général telle que l'INSEE la comptabilise. Il faut faire un petit travail théorique. Hein. L'emploi, c'est lorsque le poste de travail est le support de 3 droits, un salaire à la qualification qui s'impose à l'employeur, parce que la convention collective s'impose à l'employeur, une cotisation à la sécurité sociale et le respect des règles d'embauche, de licenciement, de santé, d'institution protective du personnel, de temps, de travail, etc., du Code du travail. Là, c'est l'emploi. C'est une grande conquête, l'emploi. Dans le capitalisme, on est dans l'infra-emploi. Le travail indépendant, et tous les contrats de mission, tous les salaires à la tâche. Un jeune diplômé aujourd'hui, il accède à un contrat de mission, un CDD sur un objectif précis. C'est le paiement à la tâche, c'est le cœur de la rémunération capitaliste. Le salaire capitaliste, c'est du paiement à la tâche, toujours. Toute l'ambition du mouvement syndical, c'est de sortir la rémunération de la tâche. Et donc, le premier moment de sortie de l'aliénation capitaliste, c'est le contrat de travail avec un emploi titulaire des 3 droits dont j'ai parlé. Sauf que, et ça la CGT le sait, quand elle crée la convention collective, quand elle négocie avec les patrons des conventions collectives, elle sait que c'est une demi-victoire, puisque qui décide du poste de travail, qui décide de qui est sur le poste de travail, c'est pas les travailleurs, c'est la bourgeoisie capitaliste. Donc toute l'obsession de la CGT, puisque c'est elle qui est à la manœuvre à l'époque, ça va être de faire passer la qualification du poste à la personne. Que ce soit la personne même qui soit titulaire de ses droits. Et elle va le faire avec le statut de la fonction publique. Le statut de la fonction publique, c'est le cœur du statut de la fonction publique, c'est qu'un fonctionnaire, c'est quelqu'un dont les droits sont attachés à la personne, parce que la qualification est personnelle. Il est professeur certifié, il est ouvrier d'État, il est capitaine, etc. C'est lié à sa personne, c'est pas lié à son poste. Du coup, il n'y a pas de chômage. Mais il n'y a pas de chômage parce qu'il y a toujours un contrat. Il n'y a pas de contrat, précisément. Nous sommes au-delà de l'emploi. Nous sommes dans le communisme. L'emploi, c'est une réalité anticapitaliste, on va dire. Le travail indépendant, c'est une réalité capitaliste. Tous les contrats d'amont moelleux auxquels les jeunes qu'on inflige aux jeunes au nom de l'insertion, cette saloperie absolue qui leur pèse entre 16 et 35 ans, ça, nous sommes dans la rémunération capitaliste. Nous sommes dans l'infra-emploi. L'emploi, c'est déjà une conquête. Mais ce n'est pas encore une conquête communiste, puisque les droits sont liés à l'entreprise, au contrat de travail. Le
Encore une fois, le communisme, c'est la souveraineté citoyenne sur la valeur. Donc, c'est pas suffisant. Hein. Il faut vraiment aller plus loin. Or, nous sommes allés plus loin. Hein. C'est pour ça que je parle toujours de continuer à construire le communisme. Le communisme, c'est pas un truc qui est un projet pour demain. C'est un déjà là. Hein. Tous les pays capitalistes sont en train de construire le communisme dans une lutte de classe. Et la classe révolutionnaire, celle qui construit le communisme, qui institue une alternative aux institutions du capital dans le capitalisme même, eh bien, c'est cette capacité qu'a eu la CGT de construire le statut de la fonction publique. Et donc, dans les années 60, les travailleurs de la production du soin sont des fonctionnaires. Ou alors, c'est des indépendants, on en vient à la médecine de ville, mais là, ce sont des indépendants qui sont complètement libérés de la logique capitaliste. Les travailleurs indépendants qui ne sont pas libérés de la logique capitaliste, c'est par exemple, je sais pas quoi, les architectes, les avocats, etc., etc., les graphistes, les auteurs, enfin tout ce monde-là. En gros, vous avez 10% de nabab qui gagnent 1 million ou 2 par an, et puis vous avez 90% de gens qui survivent, qui souvent un autre métier par ailleurs. En matière de santé, les statistiques sont assez claires. Hein, les revenus bruts, hein, qui incluent les cotisations sociales, sont pour tous les soignants libéraux, hein, quels qu'ils soient, entre 50 000 et 150 000 euros par an. En rapport de 1 à 3, il n'y a pas de richissime, il n'y a pas de pauvres. Hein, on est dans une logique qui a été construite en même temps que le régime général de sécurité sociale, et qui est une logique communiste. Dans le communisme, il y a évidemment des travailleurs indépendants, mais des travailleurs indépendants qui sont libérés de la logique du marché. Pourquoi? Parce qu'ils passent convention. C'est ça le point. Ils passent convention, ils négocient une convention avec l'assurance maladie, laquelle assurance maladie, au demeurant, paye leur cotisation maladie. Hein, la cotisation maladie est payée par l'assurance maladie pour les soignants libéraux. Ils passent convention sur des actes, une nomenclature des actes, un tarif des actes. Nous avons un marché régulé. C'est un marché, hein, c'est un marché. Dans le communisme, il y a du marché, bien sûr. Hein. C'est pas la gratuité généralisée. La gratuité peut être très utile pour certaines choses, la santé et l'éducation, mais pour d'autres choses, la gratuité n'est pas forcément légitime et n'est pas forcément un bon opérateur pour attribuer les facteurs de production et les biens produits. Nous restons dans une logique marchande, mais dans un marché qui est totalement régulé de manière conventionnelle. Cette nouveauté du communisme n'a pas été lue comme telle. Elle n'a pas été lue comme telle, et on a continué à être aliéné à la pratique capitaliste du travail. Regardez comment nous parlons de la dépense de santé. Si c'est une dépense, c'est pas de la production. Dépense d'éducation. Là, quand on écrit dépenses de santé, on est dans l'aliénation à la définition capitaliste du travail, bien sûr. Et on ne sait pas lire le déjà là communiste que nous avons construit. Et du coup, on n'a pas de tremplin. On est désarmé. On est dans la défaite. Parce que, évidemment, vous comprenez bien que la bourgeoisie, la classe dirigeante, c'est celle qui a un quart d'heure d'avance sur la classe de biais, qui voit tout de suite où est son intérêt de classe. Elle a tout de suite vu qu'il fallait à tout prix casser la gueule à cette sécurité sociale du soin. Donc, à la fois, elle a entretenu l'idée, là nous sommes dans le registre idéologique, dans le registre de représentation, que ce n'était pas une production, que c'était une dépense, et nous y avons adhéré. Hein. Nous sommes très profondément aliénés au capitalisme. Hein. Passer au communisme, ça suppose une désaliénation. Hein. Et puis, la dynamique qui avait été au cœur de cette affaire, c'est-à-dire la gestion par les travailleurs du régime général, au moment où la réforme s'opère. Et puis la hausse massive du taux de cotisation, qui passe de 8 à 16% du salaire brut
La cotisation à l'assurance maladie, c'est 8% du salaire brut en 1945, c'est 16% en 1979. Donc on a là un doublement du taux. Nous sommes toujours à 16%, ça n'a pas bougé. Donc ça veut dire quoi, continuer le communisme? Ben, je vais prendre un constat que nous avons fait pendant le confinement. C'est le caractère scandaleusement sous-payé des premières de corvée. Il faut augmenter de 500 € le SMIC. Le SMIC doit passer à 1700 € net. Nous pourrions augmenter le SMIC de 500 €, mais en monnaie marquée. Pas en monnaie qui va au compte bancaire ou postal. En monnaie qui va sur la carte vitale. Et pour que cette monnaie marquée ne soit pas réservée aux plus bas salaires, il faudrait que tous les salaires aient 500 € supplémentaires, nouveaux, en monnaie marquée, en monnaie qui ne sont utilisables qu'auprès de professionnels conventionnés. Et donc, par exemple, quelqu'un qui touche aujourd'hui, mettons, 3500 €, ben, il ne toucherait que 3000 € sur son compte en banque et 500 € sur sa carte vitale. Et quelqu'un qui, aujourd'hui, touche, je ne sais pas quoi, 2500 €, qui est donc entre les 1700 € du salaire minimum et les salaires les plus élevés que je viens d'évoquer, bien, il y aurait une partie des 500 € en monnaie marquée qui serait une hausse du salaire, une partie qui serait une conversion du salaire en monnaie universelle, en monnaie marquée. Si nous faisons ça, nous allons dégager des centaines de milliards d'euros qui vont aller à la sécurité sociale, et nous allons étendre la sécurité sociale, par exemple, à l'alimentation. Étendre la sécurité sociale à l'alimentation, ça veut dire que une fraction de ces 500 €, le budget de l'alimentation, c'est 240 milliards. 240 milliards d'alimentation, c'est-à-dire quand on achète des biens non transformés, des biens transformés, et puis quand on va au restaurant, quand on va à la cantine. Enfin, c'est à la fois la production des biens primaires, la production des biens transformés, la distribution et la restauration. C'est ça la chaîne de l'alimentation. En gros, c'est un marché de 240 milliards. Si on affecte, par exemple, 100 € à toute la population, pour une sécurité sociale de l'alimentation, multiplier ça par 65 millions d'habitants, on est à 80 milliards, on est au tiers du marché. Donc, le tiers du marché ne va être accessible qu'auprès de professionnels conventionnés, évidemment. Et on n'est pas con, on ne va pas conventionner Carrefour. On ne pourra pas aller acheter de l'alimentation dans la grande distribution. On ne pourra pas acheter de l'agro-business. Ne seront conventionnés que les producteurs d'alimentation, les distributeurs d'alimentation, les restaurateurs, qui sont la propriété de leurs salariés, qui ne font pas appel au marché des capitaux, qui ne vendent pas à la grande distribution, enfin, etc., etc. Nous allons sortir de la marge tous les alternatifs. Aujourd'hui, vous avez dans la jeunesse, surtout dans la jeunesse, des dissidents, que je salue, parce qu'ils sont communistes. Toute personne qui est déterminée à ne travailler que selon sa déontologie est communiste. Puisque c'est le cœur du communisme. Aujourd'hui, nous avons une dissidence massive. C'est un phénomène sociologique totalement nouveau. Ces dissidents font, en matière d'alimentation, de la production de biens primaires, de biens travaillés, de la bière, etc., de la distribution, de la restauration, totalement alternative à la logique capitaliste. Ils sont sortis de l'agro-business, sauf qu'ils font de la marge. Sauf qu'ils sont en marge. Et la Confédération paysanne, d'ailleurs, depuis 40 ans, essaye de faire ça. Et qu'est-ce que disent aujourd'hui les camarades de la Confédération paysanne? Nous servons d'alibi à l'agro-business. Donc, il s'agit de sortir de la marge tous ces communistes par une institution macroéconomique. Si le tiers du marché de l'alimentation leur est réservé, vous imaginez? Carrefour ne peut pas vivre, ne peut pas survivre.
en perdant le tiers de son chiffre d'affaires, parce qu'il n'est pas, il est à 10% près ou 5% près. Les travailleurs de Carrefour vont voir leur emploi menacé. Ils vont se dire, attendez, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit conventionné? Ah, il faut que nous soyons les propriétaires de la boîte. Ah, il faut, etc., etc. Du coup, une aspiration à une propriété d'entreprise qui n'est pas du tout partagée aujourd'hui par les travailleurs, tellement ils ont été, vous savez, dès la maternelle, on élit des délégués de classe. Alors c'est pas ça qui va nous apprendre à être responsable des trucs, hein, évidemment. Hein. On est biberonné à l'irresponsabilité, évidemment. Et donc, nous allons, par une institution macroéconomique, générer une aspiration à être souverain sur le travail. Pas simplement dans les marges. On va sortir tous ces dissidents de la marge, et ils vont arrêter d'être les faire-valoir de la logique capitaliste, ils vont devenir vraiment un obus contre le capital. Et en même temps, dans les grandes distributions, dans l'agrobusiness, parce qu'on ne va pas utiliser toute la partie de ces 500 balles qui va à cette sécurité sociale nouvelle, uniquement à la consommation alimentaire. On va l'utiliser aussi on va par exemple consacrer 40 milliards de ces 500 milliards à acheter de la terre pour la sortir du marché, à établir des jeunes. Je sais s'il n'y a plus que 400 000 exploitants agricoles, dont la moitié ont plus de 55 ans, il y a une urgence absolue d'établir des jeunes dans la production hors agrobusiness de l'alimentation. Ben ça, il faut également accompagner pendant les 4 ou 5 ans nécessaires tous les travailleurs actuels de l'agrobusiness qui en ont marre et qui voudraient passer à autre chose. Mais maintenant, passer au bio, il y en a pour 4-5 ans. Alors je parle d'un bio qui ne soit pas le bio capitaliste, hein, un bio esclavagiste tel que la grande distribution l'organise. Hein. Mais vous voyez, et là, vous comprenez que nous mettons la production alimentaire dans la même situation que la production de soins, parce qu'en même temps, ces producteurs ou distributeurs, leur investissement va être subventionné, ils vont sortir de la dette, et ils seront payés à la qualification personnelle. Nous allons étendre le champ de ceux qui aujourd'hui sont payés à la qualification personnelle. Parce que si on ne l'étend pas, ils vont disparaître. Toutes les statuts. On l'a vu déjà pour France Télécom et la Poste. Il y a une énorme bagarre à la SNCF, mais le statut est mis en extinction depuis Macron, et c'est maintenant la fonction publique qui est attaquée directement. Prenez par exemple un test de cela. Hein, la loi du 4 août dernier, hein, qui suspend les soignants non vaccinés, suspend aussi leur traitement, dans un silence syndical absolu. Alors que là, c'est une attaque, mais vertigineuse, contre la fonction publique. L'article 3 de la loi Le Pors de 83, qui définit le statut de la fonction publique, en rénovant la loi Torres d'octobre 46, dit clairement, tout fonctionnaire suspendu conserve son traitement, puisque le traitement ne dépend pas de l'activité, mais de la personne. Mais cette nouveauté communiste est tellement inouïe que nous ne la voyons pas. Nous la banalisons. Nous faisons une défense corporative en disant « Ah oui, mais les fonctionnaires, ils ont des servitudes spéciales. » Ah bon? Ça veut dire que les autres sont des cons, ils n'ont pas de servitude spéciale. Comment voulez-vous faire un truc fédératif si vous vous battez sur des mots d'ordre aussi absurdes, hein, la servitude spéciale des cheminots, ou je ne sais trop quoi. Non, il s'agit de prendre la mesure du caractère communiste, de la libération vis-à-vis du marché du travail, parce que c'est ça, un fonctionnaire, c'est quelqu'un qui est libéré du marché du travail. Ses droits ne dépendent pas de son contrat de travail. Ses droits dépendent de sa personne. Alors,
c'est pas fini. Un fonctionnaire qui ne travaille qu'à mi-temps, il n'a qu'un salaire à mi-temps. En fait, c'est un début. Donc c'est pas satisfaisant comme situation encore. Bien sûr, il faut aller plus loin. Mais en tout cas, ne pas régresser en disant qu'on va attribuer un contrat à tout le monde. C'est une régression énorme. C'est poser l'emploi comme l'addicteur principal. C'est pas l'emploi qui est l'addicteur principal. C'est l'au-delà de l'emploi, du salaire à la qualification personnelle. Des droits liés à la personne et non pas au poste. Et donc, les producteurs de biens à prix, qui vont vendre leur production ou la production d'autres en matière de distribution par des usagers de la carte vitale en matière alimentaire. Ils auront donc un salaire à la qualification personnelle, c'est pas eux qui vont se payer sur leurs bénéfices. Les soignants ne sont pas payés sur leurs bénéfices. Les soignants, ils sont payés par la caisse d'assurance maladie. Et pourtant, c'est des libéraux. Donc c'est la caisse de sécurité sociale qui va les payer. Eux, ils versent tout leur chiffre d'affaires à la caisse de sécurité sociale. Mais ils ne se payent pas sur leurs bénéfices. Nous sommes là dans le communisme. Cette logique-là, on peut multiplier les lieux de bagarre pour faire advenir le communisme au-delà du déjà là que nous avons mis en place. Je terminerai là-dessus, l'exemple de la bagarre sur les retraites. Qu'est-ce que Croizat fait lorsqu'il subvertit le régime de retraite hérité de la sécurité sociale patronale en 1946? Petite parenthèse, d'accord. La fable qui nous dit « Il était une fois le Conseil national de la résistance et des communistes aux gaullistes, dans la force du Parti communiste, premier parti, dans la force de la CGT, 5 millions d'habitants, dans la difficulté qu'étaient les patrons pour collaboration. On a amélioré le partage de la valeur en créant la sécurité sociale, en 1945. C'est une fable. À quoi sert-elle? En 1945, tout existe. Je l'ai rappelé, il y a plus de 1000 caisses, il y a 70 000 salariés dans les caisses. Rien ne se crée en 1945. Absolument rien. En 1946, il y a subversion de tout cela. En matière de retraite, la sécurité sociale qui existait, c'était j'ai cotisé, j'ai droit. Je cotise et j'ai des droits à la mesure de mes cotisations. Quand je suis actif, je ne dépense pas tout mon salaire, j'en mets une partie au pot commun, je suis solidaire, et demain, quand je serai inactif, quand je serai ancien travailleur, j'aurai le droit de recevoir, à travers les cotisations des actifs de l'époque, ce que j'ai mis au pot commun moi-même. C'est la réforme Macron. Le fondement de la pension, c'est la somme des cotisations. Un retraité, c'est un ancien travailleur, puisqu'on est travailleur dans le capitalisme que lorsque l'on est au travail. C'est-à-dire en train de faire une activité qui met en valeur du capital. Croizat, c'est pas du tout ce qu'il fait. Absolument pas. Croizat, il subvertit complètement le j'ai cotisé, j'ai droit, et il crée un salaire continué pour les retraités qui ne tient aucun compte des cotisations, qu'il copie sur la fonction publique d'État. La fonction publique d'État, c'est la poursuite du salaire des 6 meilleurs mois en fonction d'une durée d'activité validée. Eh bien, il fait pareil. Il y a un salaire de référence qui est celui des 10 dernières années à l'époque, mais dans l'optique de tous ceux qui subvertissent le régime de sécurité sociale pour en faire le régime général, le régime communiste, tous ceux qui passent
d'une sécurité sociale capitaliste à une sécurité sociale communiste, c'est évidemment d'arriver progressivement aux 6 meilleurs mois, comme dans la fonction publique. Et aucun compte n'est tenu des cotisations. Aujourd'hui, sur les 340 milliards de pensions jusqu'en 2020, sur les 340 milliards de pensions, il y en a 250 qui sont calculés sans tenir aucun compte des cotisations, mais aucun. C'est la poursuite d'un salaire de référence. Ça, c'est la subversion communiste qui dit, mais les retraités, ils ont droit au salaire. C'est pas des anciens travailleurs. Hein. Et vous voyez comment c'est porteur d'un tout autre statut de la personne. Hein. De 18 ans à notre mort, nous sommes reconnus par un salaire en capacité de et en responsabilité de diriger la production. C'est ça, le fait d'attacher un salaire à la personne de 18 ans à sa mort. Ça veut dire aussi que la bagarre sur la retraite, aujourd'hui, c'est donc dire, bon, la retraite, ça paraît quand même plutôt normal à 50 ans. C'est-à-dire quand on est sûr, si on est licencié, de ne pas retrouver un poste à qualification identique. Et puis, si on reste dans l'entreprise, on en a absolument ras-le-bol. On en a ras-le-bol que toutes les initiatives qu'on prend soient récusées, d'inscrire nos activités dans des protocoles décidés par des directions, d'être ficelés par des logiciels qui ficellent complètement notre activité, enfin, etc., de ne pas pouvoir donner notre mesure. Donc, refaire le geste de Croizat et être communiste, tout simplement. C'est très simple d'être communiste. Hein. C'est dire, nous faisons évidemment un seul régime de retraite, pas 30 ou 40, un seul régime de retraite, qui est qu'à 50 ans, chacun devient titulaire de son salaire. Et si ce salaire est inférieur au salaire moyen, il est porté au salaire moyen. Donc 2300 €. Tous ceux qui gagnent moins de 2300 €, ben c'est porté à 2300 €. Ceux qui gagnent plus de 5000 €, c'est ramené à 5000 € parce que faire avec des salaires supérieurs à 5000 €, sinon emmerder le monde. Hein. Donc nous inscrivons dans un rapport de 1 à 2 les salaires, vous voyez, à partir de 50 ans. Avec possibilité, évidemment, pour les personnes, jusqu'à leur mort, de monter en qualification. Un travailleur dans le capitaliste, c'est pas quelqu'un qui est en train de travailler, c'est pas ça. Puisqu'il peut être payé quoi qu'il fasse, non. C'est quelqu'un qui est en responsabilité et en capacité et en responsabilité de produire de la valeur. Tout comme un électeur, enfin un citoyen dans le capitaliste, c'est pas quelqu'un qui est en train de voter. Même s'il vote pas, d'ailleurs, il reste citoyen. C'est quelqu'un qui est postulé comme en capacité, en responsabilité de la chose publique. Encore une fois, nous faisons la même chose pour la valeur économique, pour le travail, pour l'économie. Nous sortons l'économie du monopole de la bourgeoisie pour que ça devienne notre affaire. Et donc ces cinquantenaires, ça fait quand même 600 000 personnes par an, c'est pas tout à fait rien. Ces cinquantenaires qui deviennent retraités, titulaires de leur salaire, portés à 2300, enfin dans une fourchette entre 2300 et 5000 €, ben, ils vont avoir une responsabilité. Ils seront inlicenciables, il faut évidemment conquérir leur droit de non-licenciement. Ils vont avoir comme responsabilité de s'opposer aux directions. C'est eux qui ont les plus grandes connaissances du travail. Les directions, en général, elles ont une connaissance très médiocre du travail, puisqu'elles sont là pour gérer, pas du tout pour organiser le travail. Donc, c'est eux qui sont en pleine possession. Ben, c'est eux qui vont organiser l'autogestion des travailleurs. On conquiert des droits pour l'autogestion des travailleurs. Et soit ils vont rester dans leur entreprise, et par exemple, ils vont être chargés aussi de concevoir des logiciels qui supportent le travail, et non pas qui l'aliènent, comme aujourd'hui les logiciels. Ceux qui sont au front office à la SNCF, ils ont un logiciel qui les empêche de faire quoi que ce soit de leur propre initiative. Ils sont complètement liés par le logiciel. On va délier l'usage de l'informatique aujourd'hui, qui est au service de la production capitaliste. Bon. Voyez, on devient très inventif quand on est communiste. Il y a plein de pistes, et je ne donne que celle-là pour ne pas avoir un exposé initial trop long, mais j'en donnerai d'autres si vous m'interrogez là-dessus. Nous avons plein de pistes pour continuer le communisme dans notre pays. Merci Bernard Friot. Eh bien écoutez, on doit libérer la salle à
9h moins le quart, on a 1 heure pour avoir éventuellement un échange, des questions, des réactions, des opinions. À vous la parole maintenant. Déjà, merci beaucoup Bernard d'être venu nous expliquer. J'ai trouvé votre conférence très intéressante. Et puis, ma question est la suivante. J'ai écouté un peu d'autres interviews de vous sur Internet pour préparer la conférence de ce soir. Et je vous ai beaucoup entendu parler du salaire par la qualification. Et selon vous, si le salaire de la qualification devenait un droit politique aux citoyens, comment envisagez-vous l'organisation du pouvoir politique et doit-elle changer? J'ai lu votre livre avec... Près du micro. Pardon. Oui, j'ai lu votre livre, votre dernier livre avec, comment il s'appelle, Lordon. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de mettre l'accent sur la valeur d'usage des choses. Et ça m'a beaucoup plu parce que quelques mois précédemment, j'avais lu un bouquin de Tirole, qui est un économiste prix Nobel d'économie, qui, grosso modo, le travail n'existe pas, et le rôle de l'économie, c'est satisfaire le retour sur investissement. Donc, comment attirer les investisseurs. Donc j'en ai lu 500 pages, c'est un livre qui fait 600 pages, et j'ai arrêté au bout de 500 pages. C'est très courageux d'aller jusqu'à 500. Ouais. Mais peut-être que je suis un peu maso. Voilà, bon. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Après, moi j'ai une interrogation sur votre concept de salaire à vie. Parce que je trouve que ça entraîne une confusion, le concept de salaire à vie. Le salaire, quand on crée des richesses, on crée de la valeur ajoutée. Et au sein de cette valeur ajoutée, il y a une partie qui est un salaire, utilisable, je dirais tout de suite. Il y a une partie en cotisation, qui est utilisable par ceux qui ont droit à un certain nombre de choses, donc quand on est malade, etc., ou quand on est en retraite, une pension, etc. Donc, je pense que ce n'est pas un salaire. Alors, quand vous êtes allongé sur un lit d'hôpital, vous ne produisez rien. Donc vous ne produisez pas de la valeur ajoutée, même si il est important de se faire soigner pour pouvoir retravailler plus tard ou vivre correctement, etc. Mais pour moi, ce n'est pas du salaire. Et ensuite, la valeur ajoutée, une partie donc, du travail fourni, permet les impôts, bon, pour satisfaire à travers les transports, l'école, etc. Et puis les investissements. Donc, vous voyez, je trouve que ça entretient une confusion. Je dis ça d'autant plus que je pense que nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème de qu'est-ce qu'on produit, dans quelles conditions, quelle finalité. Moi, je milite au mouvement de la paix, et donc je suis pour le désarmement et le transfert d'activité, notamment chez Thales. Les camarades de la CGT se battent pour que, au lieu de produire la moitié de leur activité en armement, ils produisent notamment des scanners, etc. Donc, il y a une question de contenu. Donc c'est la question de l'usage, de la finalité du travail. Et je trouve que centrer uniquement sur la question du salaire me semble insuffisant comme préoccupation. Et je pense que ça entretient la confusion. Et je pense qu'il faut au contraire renforcer le pouvoir d'intervention. Et moi je suis sensible aussi aux questions à travers la sécurité emploi-formation, qui je trouve pose un certain nombre de questions que vous posez, que vous avez évoquées. Je trouve que ça converge de ce point de vue-là, parce que la question de la sécurité en formation, c'est garantir une rémunération. Quand on a une activité, c'est un salaire, mais quand on est en formation, c'est une rémunération, une allocation. Et puis, c'est renforcer le pouvoir d'intervention des salariés, comme vous l'évoquez, c'est-à-dire quelle finalité, quel type d'activité, quel type d'investissement, etc., etc. Donc, je trouve là, moi, je vois plus de convergence. Et sur la salaire à vie, je trouve que ça entraîne confusion. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc moi je me posais une petite question, peut-être un peu digressive, peut-être un peu naïve.
je me posais la question à propos du travail. Je me disais, parce que finalement, le travail, c'est tout à fait naturel. Pourquoi sommes-nous la seule espèce dans la nature, la seule espèce animale qui travaille et nous concevons cela comme normal depuis notre enfance. On nous dit, quand tu seras grand, tu travailleras, tu seras un travailleur, et celui qui ne travaille pas est dans le mal. Bon, à mon avis, c'est une vision peut-être un peu religieuse. Mais voilà, chacun en pensera ce qu'il voudra. Je voulais en discuter avec vous. Puis en tant que communiste, qu'en pensez-vous que le capitalisme s'approprie finalement les biens naturels, qu'on dise finalement... Effectivement, c'est peut-être un peu digressif par rapport au travail, mais vous allez voir peut-être ce que je veux dire. Qu'on s'approprie des ressources terrestres, comme par exemple on dit, on a le droit de s'approprier une source. Donc l'eau, elle appartient à telle entreprise. Donc aujourd'hui, l'eau appartient à tout le monde, et puis le lendemain, elle appartient à une entreprise qui fait financer le fait de pouvoir produire. Vous parliez de l'alimentation, qui est un sujet effectivement très intéressant. Et je voulais juste finir par là, je ne veux pas être très long. Simplement, le communisme aussi, je pense qu'il y a ses limites. Je ne suis pas anticommuniste, on me disait communiste quand j'étais en seconde, mais je pense que les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était. Je suis anticapitaliste, ça, bon, c'est une évidence, comme peut-être certainement tout le monde ici. Bon, on l'imagine. Mais je me demandais aussi, le communisme dirait plutôt la source appartient à tout le monde. Moi, j'ai fait de la philosophie, bon, peut-être que je suis déformée par mes études, certainement. Et je dirais que la source, sans doute, n'appartient à personne. Est-ce que c'est la Terre qui appartient aux humains ou les humains qui appartiennent à la Terre? Je pense que peut-être important de changer peut-être parfois de perspective, de regarder les différentes possibilités. Pourquoi être chômeur serait un mal? Aujourd'hui, moi je ne travaille pas, ce n'est pas un choix. Mais bon, après tout, la question la plus importante, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est effectivement le fonctionnement de la société? Je pense que c'est très intéressant. Mais la construction de l'utopie ne passe pas toujours par le travail. C'est peut-être quelque chose que je reprocherais aux communistes de ne parler que des travailleurs. Et les chômeurs, ils sont où? Parce que... Excusez-moi, je conclus. Aujourd'hui, j'ai rejoint un groupe qui défend le détravail. Je pense qu'effectivement, le travail s'exprime de différentes manières, qu'il n'y a pas que le salariat, qu'il n'y a pas que l'emploi, effectivement. Est-ce que quand on cultive son jardin, on n'est pas en train de travailler? Voilà, je m'arrêterai ici. Pertinente. Évidemment, si la qualification, je prends la toute première question, mais peut-être l'ai-je mal comprise, mais enfin, je réponds à la façon dont j'ai comprise, si la qualification devient un élément important dans la définition même de la personne et qu'il y a plusieurs niveaux de qualification, les instances de délivrance de la qualification sont décisives. Et là, c'est là qu'il faut qu'il y ait tout un travail démocratique pour que les fonctions collectives soient assumées par les intéressés eux-mêmes. Et ça, c'est... Nous, pour le moment, nous faisons des progrès dans ce sens-là, mais moi-même, j'ai consacré beaucoup de ma vie à une fonction collective, le régime général de sécurité sociale, une fonction collective qui a force de loi, enfin, etc., qui s'impose, etc., qu'on attribue donc à l'État. Sauf que cette fonction collective, elle était gérée par les travailleurs eux-mêmes, par les intéressés eux-mêmes. Dans le bouquin avec Lourdon, c'est ce que nous appelons l'État communiste, lorsque des fonctions collectives qui sont absolument nécessaires, des fonctions collectives ayant force de loi, qui sont absolument nécessaires, sont assumées par les intéressés eux-mêmes, aux niveaux territoriaux qui sont pertinents. Il y a des niveaux territoriaux très différents. On ne va pas gérer le devenir d'une boulangerie locale au même niveau que le devenir d'un réseau ferroviaire international. Donc au niveau territoriaux pertinent et avec les acteurs pertinents, pas uniquement les travailleurs concernés, mais également les usagers, en fait, etc., trouver les façons de délibération démocratique. Alors ensuite, je trouve que la totalité des interventions, finalement, tourne autour du travail. Et je voudrais dire deux, trois choses là-dessus. Alors, c'est le cœur du bouquin, ça s'appelle « En travail, conversation sur le communisme ». Vous aurez énormément de choses, évidemment, sur le travail dans cet ouvrage. Dans le capitalisme,
c'est pas le capitaliste qui invente le travail. Hein. Toutes les sociétés connaissent du travail, c'est-à-dire une mobilisation spécifique de nos capacités de travail, des potentiels des autres vivants, des potentialités de la nature, une mobilisation spécifique qui n'est pas l'addition des activités. Les activités, c'est quand, ici et maintenant, on réagit à son environnement. Exemple, en ce moment, je suis en train de retaper une grange. Hein. Ça, c'est pas du travail, c'est une activité. Je fais ça à mon rythme, en utilisant pas forcément les moyens technologiques les plus élaborés, sans souci de rendement, de délai, de mobiliser, de respecter du droit. Je fais ça le dimanche, je fais ça, enfin, qu'importe. Bon. Si la production relevait de ce genre de truc, bonjour les dégâts. Hein. Nous ne pouvons pas faire société à partir de l'addition d'activités. L'idée d'une société de l'activité est une idée particulièrement démissionnaire. Démissionnaire parce que nous avons comme espèce une vocation spécifique. Et là, je voudrais insister là-dessus parce que ce que le capitalisme fait du travail est tellement tragique qu'il peut y avoir une réaction qui consiste à dire finissons-en avec le travail, avec la valeur, avec la monnaie. Encore une fois, faisons une société de l'activité. Oui, le capitalisme fait du travail quelque chose d'épouvantable. Pourquoi? Parce qu'il est indifférent à la valeur d'usage. Ça, Marx le montre de façon remarquable. Je vous conseille, si vous n'avez pas le temps de lire tout Marx, lisez au moins le chapitre inédit du Capital, hein, qu'il écrit juste au moment où il commence à écrire le Capital, entre 63 et 64-65, et c'est un texte fulgurant, absolument fulgurant. Et dans ce texte, il nous montre qu'effectivement, c'est pas le capitaliste qui a inventé le travail, toutes les sociétés, sauf que il l'a désencastré de la logique religieuse ou clanique ou de soumission au prince. Hein, je sais pas. Vous voyez bien que les pyramides d'Égypte, c'est pas l'addition d'activités. Il y a bien une mobilisation spécifique, sauf que c'était au service de la religion, du prince, je ne sais pas quelle instance de ce genre. Le capitalisme, il laïcise le travail. Il le désencastre de ses logiques. Il en fait une fin en soi, en quelque sorte. Et cette fin en soi, elle est terrible, parce que c'est une fin en soi qui est de produire de la valeur pour produire de la valeur. Pour mettre en valeur du capital. Hein, Marx parlera de production tautologique, autotélique de la valeur. La valeur a une fin en soi. La valeur d'usage, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est très fort, c'est ce que dit Marx. Hein. La bourgeoisie est indifférente à la valeur d'usage, et les travailleurs aussi. Et les travailleurs aussi. Et c'est très vrai. Vous faisiez allusion aux travailleurs de Thalès qui réfléchissent à utiliser les outils de Thalès autrement que pour l'armement. On peut faire allusion aux travailleurs de ADS, à tous les travailleurs toulousains qui réfléchissent à l'utiliser, toute leur technologie magnifique, pour autre chose que faire des avions indéfiniment, etc. Sauf que c'est pas ça qui caractérise le mouvement ouvrier fondamentalement. Le mouvement ouvrier, il a conquis des droits, et Dieu sait si les droits, le droit à l'emploi que j'ai indiqué, le droit à la qualification personnelle, enfin c'est un droit magnifique. Mais jamais, sauf exception, il n'a organisé collectivement les travailleurs pour ne travailler que selon leur déontologie, que sur les fins et les moyens qu'ils décident. Jamais. Ça n'a jamais été l'ambition du mouvement ouvrier. Les coopératives, c'est 50 000 salariés aujourd'hui pour 26 millions d'actifs. Peanuts, etc., etc. Donc, nous avons à conquérir. Hein. C'est pour ça que j'ai donné des exemples, hein, très simples, pour pousser les travailleurs de Carrefour à devenir propriétaires de leur boîte et à devenir les maîtres de la distribution, etc.
par une institution qui va mettre en difficulté le capital qui les exploite en attribuant le tiers du marché à des alternatifs alors anticapitalisme, mais dont je souhaite qu'il devienne communiste, hein, parce qu'on ne fait pas une société sur du non, hein, on ne fait du société que sur du oui. Hein. Et donc moi je suis communiste, je ne suis pas anticapitaliste. Hein. En plus l'anticapitalisme, il a une très grande limite, c'est qu'il pense que tout dans le capitalisme est mauvais. Là, nous sommes aux antipodes de Marx. Hein. Marx, il pense le capitalisme comme contradiction, pas du tout comme une espèce de système qui fait de nous des victimes. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que c'est tellement dynamique de lire Marx. Hein. Il y a toujours une ouverture, il y a toujours un possible. Dans le capitalisme même, bien sûr. Et donc, un possible qui travaille à la destruction du capitalisme, bien sûr. Mais qui n'est pas anticapitaliste. Hein. Je ne pratique pas du tout cette phrase de l'Internationale, du passé, faisons table rase. Hein. Nous ne sommes rien, soyons tout. Mais si on n'est rien, on ne sera jamais tout, ça c'est clair. Hein. C'est tout à fait évident. Et faire du passé table rase, c'est une connerie absolument immonde. Hein. Il s'agit, au contraire, de savoir subvertir le déjà-là communiste, le capitaliste pour un déjà-là communiste. Donc sortir le mouvement ouvrier de l'indifférence collective. Hein. Il n'y aurait pas souffrance au travail s'il y avait une indifférence individuelle. Personne n'est indifférent au travail qu'il fait. Personne. Je parle d'une indifférence collective. Hein. Je pense, je ne sais pas moi, à ces travailleurs parce que j'en ai un exemple assez récent, de l'armement à Toulon, qui disent nous distribuons des tracts pour dire que la défense nationale ne doit produire que des objets pour la défense nationale. Et puis évidemment, on produit des exocètes, dont on sait qu'ils sont vendus à Israël, enfin, etc., etc. Cette contradiction-là, elle est insupportable à une jeunesse qui n'arrive plus à se syndiquer, parce qu'elle ne veut pas porter cette contradiction. Donc, c'est pour ça que je salue comme communiste tous ceux qui sont décidés à ne travailler que selon la déontologie. Sauf qu'il faut créer des institutions macro qui rendent ça possible. Hein. C'est sur quoi j'ai insisté à propos d'une sécurité sociale de l'alimentation. Mais ça peut être du transport, ça peut être de la l'habitat. Enfin, les 500 euros que j'ai signalés, ils n'iront pas qu'à l'alimentation, ils peuvent aller aussi à d'autres sécurités sociales. Et au cœur du communisme, il y a évidemment le travail comme dans sa double dimension, comme production de valeur d'usage et comme production de valeur économique. Pourquoi il est fondamental, si nous voulons construire le communisme, que nous soyons en permanence travailleurs de 18 ans à notre mort? Parce que si nous avons des périodes de notre vie où nous sommes reconnus comme non-producteurs, où nous sommes reconnus que par le travail concret producteur de valeur d'usage que nous faisons, mais non reconnus comme produisant de la valeur économique, nous sommes amputés. Parce que l'espèce humaine, là je le dis à une époque où nous avons enfin, et j'en suis très heureux, hein, renoncé à ce qui apparaît avec la modernité, disons au XVe, XVIe siècle, une espèce de prométhéisme, de surplomb sur la nature, où on va extraire du vivant, etc. On sait ce que ça donne, ça nous revient en boomerang à travers les zoonoses, etc., etc. Donc nous sommes en train de revenir de cette folie. Mais il ne faudrait pas que ça nous fasse tomber dans une démission collective qui dise nous sommes dans un monde fini. Nous avons à nous adapter à ce monde fini. Nous avons à faire avec un monde fini. Nous avons des besoins qui sont limités et
qu'il faut que nous apprenions à adapter au caractère fini du monde. Jamais je n'adhérerai à cela, qui est une démission collective absolue. Nous avons une responsabilité, parce que seule l'espèce humaine, et là c'est flagrant chez Marx, mais ça a été très bien étudié par Lucien Sèvres, je vous renvoie aux travaux de Lucien Sèvres qui a beaucoup travaillé là-dessus. La spécificité de l'espèce humaine, c'est qu'elle a un rapport réflexif au reste du vivant et à la nature à un niveau qu'aucune autre espèce vivante n'a, parce qu'elle peut constituer un patrimoine extérieur. Son rapport ne s'inscrit pas, son adaptation au reste du vivant et de la nature ne s'inscrit pas dans des gènes. Nos différences génétiques, y compris avec les animaux, sont pratiquement nulles. Hein. C'est pas ça qui nous fonde comme espèce humaine. Hein. L'espèce humaine, dans la 6e thèse sur Feuerbach, hein, ce sont les rapports sociaux. Hein. Et les rapports sociaux, c'est notre patrimoine extérieur à nous-mêmes, hein, que nous construisons, et qui a un effet cumulatif exceptionnel, et qui fait que nous sommes en capacité de sortir du reste du vivant et de la nature l'inouï dont ils sont porteurs. Si nous voulons éviter, parce que le capitaliste, lui, il a cette ambition collective, folle. Si nous voulons éviter que notre devenir, ce sont les connards des GAFAM, qui, après avoir rendu impossible notre vie sur la Terre, nous emmènent comme humanité augmentée sur Mars, il faut que nous ayons comme programme du communisme l'ambition de sortir le vivant de la sélection naturelle et du règne de l'évolution. Parce que c'est notre responsabilité. Et ça, c'est du travail. C'est pas de l'activité. Parce que pour mener cette responsabilité, il faut que nous mobilisions à l'échelle internationale, dans une division internationale du travail, la science, la technologie, l'organisation, à des niveaux que nous ne pourrons jamais atteindre par l'addition d'ici et maintenant alternatif. Jamais. On ne fait pas société humaine par une addition d'activité. Donc le travail en tant que production de valeur est au cœur de notre existence d'humain. Donc dire qu'il y a des périodes où on n'est pas travailleur, où on n'est pas productif, ça, laissons ça au capitalisme. Distinguer le salaire du revenu, laissons ça au capitalisme. L'enjeu anthropologique du communisme, c'est de nous poser en permanence comme travailleurs, en tant que citoyens, de notre majorité à notre mort. Mais travailler dans le communisme, ça ne veut pas dire qu'on est en train de travailler. Il est absolument fondamental que toute une partie de nos activités soient des activités. Moi, j'ai aucune envie que le jeu que je fais avec un de mes gamins ou de petits-enfants maintenant, ce soit du travail. Aucune envie. Évidemment que toute une partie de nos activités doivent être tenues hors de la valeur. Mais ce qui n'est pas acceptable maintenant, parce que nous avançons, parce que nous construisons le communisme, ce qui n'est pas acceptable, c'est des temps de notre vie où nous soyons exclus du travail. Parce qu'on est en train de s'insérer. Parce qu'on est chômeur. Parce qu'on est retraité. Et la perversion de l'exclusion du travail des retraités, c'est qu'ils sont invités à s'en réjouir. Oh, je suis heureux. Je travaille plus. Quelle aliénation. Se réjouir de ne plus travailler, c'est accepter comme naturel la merde que le capitalisme fait du travail. Notre responsabilité, c'est pas de sortir du travail. C'est de le libérer. Nous sommes une espèce spécifique qui a une responsabilité spécifique. Ce que je dis ne contredit en aucun cas tout ce qui s'écrit aujourd'hui sur la capacité des arbres à avoir un rapport conscient avec leur environnement. Tout ça va ensemble. Sauf qu'à notre niveau, c'est sans commune mesure. Et donc,
penser que ce que je préconise met en dessous le travail, enfin, c'est ne m'avoir jamais lu. Alors je m'étonne que tu me dises, je viens de te lire, c'est intéressant, mais tu mets le travail, c'est que tu m'as pas lu, excuse-moi, mais là je suis quand même vif. Hein. Ben, non, si tu veux, lorsque l'on dit nous allons garantir à tout le monde soit un salaire, soit un revenu. Parce que seuls ceux qui travaillent ont droit au salaire. On est complètement aliéné à la définition capitaliste du travailleur. Avec le salaire comme reconnaissance d'une activité productive en train de se faire. Et du coup, on est infidèle à ce que les communistes de notre histoire ont fait, puisqu'ils ont détaché le salaire de l'emploi. Les parents ont droit au salaire dans la loi d'août 46. Ils n'ont pas droit à un revenu. Ils ont droit au salaire. Les retraités ont droit au salaire dans la loi Croizat, qui n'est pas d'août, je ne sais plus de quel mois elle est, en 46. Ils n'ont pas droit à un revenu. C'est les patrons qui vont répondre dès 47. Oui, ils ont droit à un revenu. Ce n'est pas des travailleurs. Ils ont droit au différé de leur cotisation. On va les mettre dans un compte. Ils font la GIRC. Riposte patronale à la subversion communiste de la sécurité sociale. C'est notre aveuglement sur le communisme déjà là qui nous fait tenir des propos aussi réactionnaires que la légitimité de distinguer salaire et revenu. Bien sûr que non, qu'un jeune de 18 ans n'a pas droit à un revenu d'autonomie. Il a droit à du salaire. Parce que ce que nous sommes en train de construire, d'un point de vue anthropologique, c'est une toute autre définition du travailleur, non pas celui qui est en train de travailler. Moi, en ce moment, je ne suis pas en train de travailler. Je suis très heureux de ne pas être en train de travailler. Mais en revanche, quand j'écris un bouquin, j'estime que je travaille. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de jeter une bouteille à la mer. J'ai des responsabilités vis-à-vis de mon éditeur pour qu'il ne passe pas par Amazon, pour qu'il passe par un distributeur qui ne vend rien à Amazon. Je suis en responsabilité économique. Je suis un travailleur. Je refuse d'être marginalisé dans du bénévolat, où je fais du soutien scolaire parce que je n'ai plus de responsabilité en matière éducative, où je fais de l'aide alimentaire parce que je n'ai plus de responsabilité en matière de production agricole. Jusqu'à notre mort, nous devrons être responsables de la production, et donc travailleurs. Mais travailleurs, ça ne veut pas dire, je rejoins ce que vous dites, ça ne veut pas dire, encore une fois, en train de se soumettre au travail tel que le capitalisme l'organise. Et j'ai suffisamment accompagné les mouvements des chômeurs dans les années 90, quand ils étaient alors avec AC, etc., LNCP et tout ça, pour savoir combien de personnes se sont révélées dans le chômage. Enfin révélées. Mais ils ne peuvent se révéler que s'ils ont un salaire. Donc qu'est-ce qu'il faut attacher à la personne? Ce n'est pas le contrat de travail. Ce qu'il faut attacher à la personne, c'est la qualification, c'est le salaire. Et dès 18 ans, bien sûr, que tout le monde doit avoir le premier niveau de qualification et dans les 1700 balles qui vont avec. Alors, si vous voulez distribuer 1700 balles à tout le monde à 18 ans, encore faut-il que vous ayez une autre école, bien sûr. Dans la situation actuelle de l'école, bonjour les dégâts si vous distribuez 1700 balles à tout le monde. Il faut une école qui éduque à la responsabilité en matière économique, bien sûr. Et donc dans lequel on ne commence pas par élire des délégués de classe dès la maternelle. Toutes ces conneries auxquelles on nous habitue progressivement, pour nous déresponsabiliser. Mais ça suppose de toute autre méthode éducative, bien sûr. Hein. Mais je ne saurais trop insister sur le caractère extrêmement régressif de proposer un contrat de travail. Et puis, alors, est-ce que les plus de 60 ans entre un contrat de travail? Ah ben non, c'est plus des travailleurs. Je refuse de ne plus être travailleur.
Encore une fois, être travailleur dans le communisme, ça n'est pas être au travail. C'est être au travail chaque fois qu'on fait une activité qui est validée comme productive. Mais dans le reste du temps, on n'est pas au travail, évidemment. C'est pas parce que ce que je fais est utile que c'est du travail. Et c'est confondre travail concret et travail abstrait, c'est une confusion désastreuse. Mais en revanche, que nous ayons des périodes de notre vie adulte où nous ne soyons pas considérés comme travailleurs, ça, jamais. Vous ne me ferez jamais adhérer à cette merde-là. Parce que le cœur du communisme, c'est précisément d'enrichir la citoyenneté de la responsabilité sur le travail. Et c'est évidemment pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Moi-même, de ne pas monter en qualification, alors que je suis plutôt plus qualifié aujourd'hui qu'il y a 10 ans, je trouve ça scandaleux. Je dois pouvoir monter en qualification, dans la limite de 5 000 € par mois. On ne va pas aller au-delà de 5 000 € par mois, bien sûr. Je dois pouvoir monter en qualification jusqu'à ma mort. Pourquoi Xavier Niel, il n'est jamais vieux? Parce qu'il a une responsabilité jusqu'au bout. Il n'est pas marginalisé dans le bénévolat. Moi, j'entends mourir sans âge. Je sais ce que c'est que le vieillissement biologique. Je ne veux pas du vieillissement lié à ma marginalisation comme non-travailleur. On vous invite à vous rapprocher de la table. Je l'ai acheté sur la Macron, ça va bien. Non, mais le problème, c'est que dans l'information, à droit, suspension. Tant que la direction n'a pas exercé Pour le monde diplôme. des propositions alternatives. Quand vous en serez à Aller chercher aller chercher les bouquins, bien